3h30 du matin, le 28 octobre 2025. Le port de Novorossiysk sur la mer Noire englouti par un brouillard étouffant. L'artère carburant de la Russie luisait sous les projecteurs. 10 camions-citernes ATZ-12 étaient alignés le long du quai, chacun transportant 5000 gallons de diesel. 7 millions de dollars de carburant destinés à secourir les réserves de Sébastopol qui ne tenaient plus que 72 heures après la rupture du pipeline caspien. Moscou parlait d'une alerte technique, mais pour l'Ukraine, c'était une plaie ouverte et ils avaient le couteau prêt. Une opération sans nom se déployait. 2 Mirror 5, 5,5 mètres, 1000 livres, navires sans pilote que Moscou avait autrefois raillés, fendaient ses eaux à 72 km/h, portant un essaim de drone Shrike FPV si petit et silencieux qu'il disparaissait des radars. Aucun avertissement, aucune pitié. Leur mission était claire et simple. La ligne de vie de la Russie avant qu'elle n'atteigne la base. Un frappé de drone coûtant moins de 300 000 $ pouvait-il déjouer l'un des réseaux de défense aérienne les plus avancés au monde? Ou était-ce précisément le piège que la Russie avait tendu à l'Ukraine? À exactement 3h30 du matin, le 28 octobre 2025, tandis que la majeure partie de la mer Noire était ensevelie sous le brouillard automnal, le port de Novorossiysk pulsait au rythme fiévreux de l'industrie. Plus de 300 ingénieurs, mécaniciens et personnels de sécurité russes travaillaient en silence sous l'éclat cru des projecteurs. Le long du quai principal, 10 camions-citernes de carburant ATZ-12, chacun transportant jusqu'à 5000 gallons de diesel valant près de 7 millions de dollars, étaient alignés comme des artères, attendant le signal pour injecter un nouveau sang dans la machine de guerre russe en décomposition. Ce n'était pas un ravitaillement ordinaire, c'était une mission de sauvetage. Quelques heures plus tôt, le ministère russe de l'énergie avait signalé une rupture catastrophique dans le consortium du pipeline caspien, CPC, coupant 42% du flux de carburant russe en mer Noire. Pour le Kremlin, ce n'était pas un incident technique. C'était une artère arrachée. Sébastopol, qui abritait 5200 soldats, 22 navires de guerre et 14 avions de chasse, disposait désormais de moins de 72 heures de réserve. Sans ces camions-citernes, la base perdrait la couverture radar, les réseaux de chauffage et les générateurs de secours, transformant la forteresse navale la plus fortifiée de Crimée en une coquille silencieuse et gelée. Pour éviter la panique, la Russie n'a publié aucun communiqué de presse, aucune diffusion, seulement une alerte technique enfouie au fond des rapports administratifs. Mais les yeux électroniques de l'Ukraine ont tout vu. Depuis un bunker sécurisé près d'Odessa, les analystes ukrainiens ont tracé l'itinéraire prévu des convois, les coordonnées satellites et le timing. Ce qu'ils voyaient n'était pas seulement un convoi de carburant. C'était la dernière artère exposée de la logistique militaire russe dans le sud, et ils savaient exactement comment la sectionner. Alors que les températures chutaient à 10 degrés et que des vagues de brouillard roulaient sur le port, une main invisible commençait à bouger. Quelque part au-delà du brouillard, des machines sans pilote prenaient vie. Ce que la Russie considérait comme un convoi de sauvetage, l'Ukraine le voyait comme une chance de reflinguer un empire avec moins de 300 000 $ de drones. Cette opération n'avait pas de nom. Elle n'en avait pas besoin. Les chiffres parleraient d'eux-mêmes. À 4h21 du matin, alors que la Russie chargeait le convoi de carburant final à 350 000 $ au plus profond d'une base avancée secrète près d'Odessa, le commandement des opérations spéciales ukrainiennes ordonnait que le champ de bataille soit réécrit. 2 drones navaux Mura 55, chacun mesurant 5,5 mètres de long, pesant 1000 kg et transportant 316 kg d'explosifs de haute qualité, furent discrètement lancés depuis un avant-poste reculé de la mer Noire. Se déplaçant à 72 km/h, les navires sans pilote rasaient l'eau, camouflés par une technologie furtive avancée d'essaims fantômes, indétectables par les radars ordinaires. Mais l'arme véritable n'était pas la coque, c'était ce qu'elle transportait à l'intérieur. Chaque drone portait 15 drones kamikazes Shrike FPV, armés de charges de C4 militaires de 2 livres, environ 900 grammes, et reliés par un câble de fibre optique de 7 mm plus fin qu'un cheveu. Cette fibre les rendait immunisés au brouillage. Imparables, indétectables. Contrairement aux UAV russes, qui dépendent du GPS et du contrôle radio, tous deux facilement brouillés, ces Shrikes transmettaient des vidéos en haute définition via le lien filaire, offrant aux opérateurs ukrainiens un ciblage précis au centimètre près. Pas de brouillage, pas de latence, pas de devinette. Les renseignements indiquaient que le convoi de Novorossiysk serait à l'arrêt pendant 90 minutes avant le départ. Suffisamment de temps pour coordonner l'impossible.
L'opération était synchronisée avec la densité du brouillard, les angles morts des radars et les cycles de patrouille des systèmes russes Pantsir S-1 et S-400 Triumph, créant une vulnérabilité de 17 secondes toutes les minutes. À 4h37 du matin, les deux drones Murat étaient en position, dérivant à 1,5 mille du port, protégés par un brouillard à 50 degrés et le silence. Sur les radars russes, rien. Mais les écrans ukrainiens étaient vivants. Les Shrikes étaient armés, prêts, en attente d'un seul ordre. Ce n'était pas une frappe de drone, c'était un jeu numérique, joué dans l'invisible avec de l'acier, des explosifs et un timing absolu. L'appât était posé. Les défenseurs étaient aveugles et le premier coup n'était qu'à quelques secondes. Mais un essaim de drone de 900 grammes peut-il vraiment pénétrer l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés de la Terre? L'Ukraine ne misait pas seulement sur le matériel, elle misait sur l'arrogance russe. À 4h45 du matin, Novorossiysk était plongé dans un sommeil profond, mais le port empestait encore les vapeurs de diesel et la lumière artificielle. Sur le quai numéro 4, 10 camions-citernes ATZ-12 étaient immobiles, chacun transportant 5000 gallons de carburant précieux. Une bombe flottante valant 7 millions de dollars à quelques minutes du départ. Les ingénieurs russes effectuaient leur dernier contrôle, tandis que les soldats fumaient des cigarettes près des sacs de sable, ignorant qu'ils n'étaient qu'à quelques minutes de la destruction. Au large, juste hors de portée des sonars, l'unité Alpha Murat 55 dérivait dans son propre silence. Puis, comme une plaie ouverte dans la mer Noire, son écoutille avant s'ouvrit brutalement. 30 drones Shrike FPV jaillirent dans le brouillard comme des frelons quittant leur nid. Compact, presque silencieux, et connecté à un cerveau situé à des centaines de kilomètres par 7000 de câbles en fibre optique. Les opérateurs en Ukraine les guidaient via des flux idéaux en direct 1080p, sans entrave, sans GPS, sans radio, sans brouillage. À 4h50 du matin, les forces russes remarquèrent quelque chose à peine visible sur leurs écrans, ressemblant à un bateau de pêche. Sentant un danger potentiel, un système S-400 Triumph verrouilla une signature thermique. 2 missiles 48N6E furent lancés instantanément, fendant le brouillard et coupant en deux le premier Murat 55. L'explosion secoua l'eau, les vagues claquant contre le quai. Mais un missile manqua sa cible. Un Murat 55 restait caché au loin. Le commandement russe exulta, mais il venait de détruire un fantôme. Au quai, la confiance gonfla dans toute la base. Les opérateurs du S-400 se détendirent, le radar ne détectait plus d'objets entrants de grande taille. Ce fut une erreur fatale. À 5h du matin, la véritable attaque commença. 15 drones Shrike. Ils se déplaçaient comme des ombres. 2 rasaient le mur de la digue. 4 plongeaient d'en haut. Les autres slalomaient entre les grues et les cheminées aussi hautes que des arbres. Les artilleurs anti-aériens russes hésitèrent. Les cibles étaient trop petites, trop rapides, trop nombreuses. Les tirs traçants illuminèrent le brouillard. Le chaos éclata, alors que les gardes russes ouvrirent le feu. Les éclairs des canons déchirèrent le brouillard. 3 Shrikes furent abattus. Un 4e perdit le contact après que sa ligne de fibre optique fut sectionnée en plein vol. Pourtant, 11 restaient. À 5h05 du matin, 2 drones frappèrent le système Pantsir S-1. L'un explosa à l'intérieur du générateur, plongeant le radar dans l'obscurité. Le second déchiqueta l'ensemble du système de défense de 15 millions de dollars en 5 secondes nettes. Les frappes restantes touchèrent le convoi. 13 drones, 10 camions, 10 impacts directs. La première explosion anéantit un camion-citerne, transformant 5000 gallons de diesel en une boule de feu à 2000 degrés, assez chaude pour faire fondre le béton. Les deuxième et troisièmes explosions déclenchèrent une réaction en chaîne. En 30 secondes, tout le convoi devint une colonne de feu et de fumée visible à 19 km. Une autre explosion projeta 3 ingénieurs dans le port. Des cris résonnèrent, le sang se mêla au diesel. Les ondes de choc brisèrent les fenêtres dans toute la zone industrielle. Un cratère de 137 mètres de large s'ouvrit là où se trouvaient les camions. Les flammes se propagèrent sur le quai. Le carburant coulait comme de la lave en fusion. Et au-dessus de tout cela, le ciel nocturne restait silencieux. L'approvisionnement en carburant de la Russie n'était pas seulement coupé, il s'était évaporé. Et si vous pensez que le pire est passé, détrompez-vous. Ce qui suivit ne secoua pas seulement un quai, cela fractura toute une stratégie. Continuez à regarder. Novorossiysk n'était plus un port. Il était devenu une fournaise. Ce qui était autrefois le site d'amarrage de 10 camions-citernes ATZ-12 était désormais un cratère de 137 mètres de large et 9 mètres de profondeur, luisant comme une plaie ouverte sur la terre.
L'explosion avait vaporisé plus de 190 000 litres de diesel, créant un enfer avec des températures atteignant 2000 degrés C. Assez chaud pour liquéfier l'aluminium, déformer les poutres d'acier et faire fondre les pneus des camions blindés garés à 91 mètres. L'explosion détruisit la tour de contrôle voisine. À l'intérieur, 8 ingénieurs furent tués sur le coup. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. 3 oléoducs parallèles au quai se rompirent, déversant 200 000 litres de pétrole brut dans la mer. L'eau prit feu. Les flammes dansaient à la surface, créant un enfer pétrolier visible à 20 km au large. À 5h50 du matin, l'incendie était hors de contrôle. Le système d'urgence avait échoué. La frappe précédente sur le générateur Pansir avait également détruit le réseau électrique de secours du quai. Les portails électriques ne s'ouvraient pas. Les radios crépitaient de parasites. La panique se propagea comme le feu lui-même. Désynchronisé, incontrôlable. En 6 minutes, plus de 22 explosions secondaires résonnèrent dans la zone. Transformateurs, réservoirs d'oxygène, cylindres de carburant de chariots élévateurs. Un entrepôt voisin stockant de la graisse pour avions et des additifs pour carburant d'aviation explosa comme une chandelle romaine, ajoutant au chaos. Les dégâts n'étaient pas seulement visuels, ils étaient une suffocation stratégique. Les images satellites examinées par l'OTAN à 6h15 du matin ne montraient aucune signature thermique provenant des stations de ravitaillement, des grues de chargement ou des sous-stations électriques dans tout le complexe sud. Toute la chaîne d'approvisionnement en carburant vers Sébastopol était plongée dans l'obscurité. La tentative russe de réacheminer via des camions-citernes de remplacement échoua. Le feu avait consumé la route principale menant à la station de pompage de réserve. 2 camions de pompiers envoyés furent détruits par des explosions retardées. À l'aube, des pertes dépassant 70 millions de dollars étaient confirmées. Mais le vrai coût n'était pas en dollars, il était en temps. Sébastopol fonctionnait sur une réserve de 72 heures. Cette horloge venait de commencer à tic-tac. Pas de carburant signifiait pas de patrouille, pas de couverture aérienne, pas de chauffage pour les baraquements ou les antennes radars, et l'hiver arrivait. L'Ukraine n'avait pas seulement bombardé un quai, elle avait gelé la flotte de la mer Noire sans tirer une seule balle. À 6h du matin le 30 octobre, 6 heures après le lancement du premier drone, la flotte russe de la mer Noire n'était pas seulement à court de carburant, elle était complètement paralysée. L'infrastructure massive de Sébastopol, conçue pour soutenir plus de 5000 personnels navals, 20 navires de guerre, 14 avions de chasse Su-30 SM et plusieurs hélicoptères K-27 s'étaient arrêtés net. Les réserves de carburant étaient tombées en dessous de 22% sans aucune route de réapprovisionnement viable restante. Les tours radars du port clignotaient constamment. L'alimentation des bunkers souterrains était instable. En 24 heures, les sorties aériennes avaient chuté de 60%. Les missions de patrouille côtière le long de la Crimée Sud furent suspendues indéfiniment. Les opérations de maintenance cessèrent. Les unités de chauffage dans les baraquements commencèrent par rationner l'électricité, forçant les soldats à dormir en tenue d'hiver. Les drones de surveillance restaient inertes seuls, leur batterie froide et morte. Des rapports internes de la base, divulgués dans les 72 heures, révélèrent une augmentation de 10% des taux de désertion, particulièrement parmi les conscrits. Les évaluations psychologiques enregistrèrent une augmentation de 15% de l'insomnie et des troubles paniques parmi les opérateurs de défense aérienne. Les équipages autrefois pierres des Pantsir russes appelaient désormais les drones ukrainiens « fantômes dans le brouillard ». Le surnom s'est répandu sur les réseaux sociaux. Les images du quai détruit de Novorossiysk se propagèrent comme une traînée de poudre. Des protestations éclatèrent à Moscou, Saint-Pétersbourg et Yekaterinbourg. Les parents des soldats conscrits exigeaient des réponses. À la fin de la semaine, l'indice d'approbation de Poutine était tombé à 58%, le plus bas en 3 ans. Le choc psychologique se propagea au-delà des frontières russes. À Baris, les exercices militaires conjoints avec la Russie furent reportés indéfiniment. Le Kazakhstan suspendit un accord logistique prévu, citant l'instabilité de la sécurité carburant régionale. Même la Chine questionna publiquement la vulnérabilité russe à la guerre des drones, bien qu'elle s'arrêtât avant de nommer des noms. Et l'Ukraine, elle n'avait dépensé que 256 000 $ pour toute l'opération. 2 drones Murat, 20 frappes, aucun avion de chasse, aucune victime. Pourtant, le résultat fut une perte logistique de 70 millions de $ pour la Russie et un changement sismique dans la doctrine de la guerre moderne. Ce n'était pas seulement une mission, c'était un message, un signal à chaque stratège militaire sur Terre. La victoire n'appartient pas aux armes les plus bruyantes, elle appartient aux esprits les plus silencieux. Avec le brouillard comme allié, la fibre optique comme lame et la tromperie comme doctrine,
L'Ukraine a une fois de plus prouvé que plus intelligent bat toujours plus fort. Cette conversation est-elle utile jusqu'à présent? Dans un monde autrefois dominé par la force brute, l'Ukraine a redessiné le champ de bataille avec le silence, l'ombre et le silicium. L'attaque sur Novorossiysk n'était pas seulement une frappe tactique, c'était une thèse stratégique écrite dans le feu sur les pages de la guerre moderne. Au coup d'un seul missile de croisière russe, l'Ukraine a démantelé une chaîne carburant de 70 millions de dollars, humilié des systèmes de défense avancés et gelé tout un commandement naval sans jamais poser le pied sur le sol ennemi. Aucun bataillon n'a pris d'assaut les plages, aucun avion n'a franchi le mur du son. Il n'y avait que des drones, des murmures dans le brouillard, guidés non par la force musculaire, mais par les mathématiques. Ce n'était pas une bataille gagnée avec des balles. Elle fut gagnée avec le temps, la précision et le courage. Chaque seconde était calculée, chaque angle mesuré, chaque explosion inévitable. Et maintenant, une nouvelle sorte de peur saisit le commandement russe. Pas la peur des chars ou des missiles, mais la peur du silence. Car la leçon de Novorossiysk est sans équivoque. À l'ère des tactiques d'essaim et des frappes guidées par IA, les doctrines obsolètes se flétriront rapidement. Les empires de défense construits sur l'acier et le béton s'effondreront sous le poids du code, de l'optique et de la ruse. L'Ukraine n'a pas seulement frappé le pétrole, elle a planté la peur. Elle n'a pas seulement gagné une bataille, elle a remodelé une ère. Et alors que la fumée s'élève encore au-dessus de la mer Noire, le monde observe et apprend. Non seulement comment combattre, mais comment penser. Si vous avez trouvé cette analyse puissante, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser vos pensées dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires approfondies sur la guerre moderne. Votre soutien nous